On accueille Stéphane Mercier, qui était là, je ne sais pas pourquoi tu es parti. Non, non, mais montre-moi une voix aussi. On a fait ça déjà. Fais la suivante. Voilà. Et là, tu choisis ça. J'ai le texte. Ok, là-haut, c'est bon. Voilà. C'est bon. Tu vois là, tu as la suivante. Très parfait. La flèche. Ok, c'est parfait. Parfait. Bon, j'ai compris, on rattrape le temps. Malheureusement, j'ai 30 diapos, donc il va falloir que j'aille très vite. Vous me coupez. Donc je voulais remercier l'équipe organisatrice qui m'a proposé de vous parler d'un projet qui a été... c'est une des rares installations sportives neuves qui a été créée pour ces Jeux Olympiques. Et on a eu la chance de gagner le concours pour le faire. Vous avez tous eu le privilège de goûter à la quiétude qu'on retrouve dans les piscines municipales de France. Et donc, le centre aquatique olympique ne dérogera pas à cette règle, que ce sont des lieux bruyants et difficiles à traiter pour nous autres acousticiens. Donc, c'est pas un projet qui va différer finalement fondamentalement des piscines habituelles. La seule chose, c'est que vous allez voir, c'est quand même un bâtiment hors norme par ses dimensions, et que du coup, acoustiquement, ça va induire des phénomènes particuliers à prendre en compte. Un petit retour pour parler du contexte, c'est enfin le CIO et les villes candidates aux JO, pour ces JO-là, avaient tout en tête le fait qu'il fallait arrêter ces jeux dispendieux en termes d'investissement, et surtout dont les installations devenaient inutiles après les jeux. Donc ce qui est remarquable cette fois-ci, ça avait commencé un petit peu avec Londres, et c'est que le projet de la ville de Paris a été de dire: on fait des jeux dans lesquels on va construire au minimum, et qu'en tout cas, ça c'est une des grandes règles, les installations qui seront conçues, elles seront conçues pour avoir 2 vies. Et ça, c'est fondamental. Et donc, la première vie, c'est celle des Jeux Olympiques. Et la deuxième, c'est celle qu'ils ont joliment appelée héritage, qui fait que quand on a conçu les bâtiments, et moi, là, je vais vous parler du complexe aquatique olympique, mais il y a eu dans cette salle beaucoup d'entre vous qui ont travaillé sur le village olympique, la rénovation d'un grand nombre de stades pour lequel il y a eu également cette même démarche. Donc c'est quelque chose à féliciter, parce que c'est pas si souvent que ça arrive. Une des règles de la candidature de la ville de Paris, c'était de dire: je concentre le maximum d'installations dans un cercle de 10 km autour du village olympique, et 100%, c'est ce qui était annoncé, hein, 100% des transports pour aller du village olympique et de la ville de Paris et de l'environnement pouvaient se faire en transport en commun, à pied ou en vélo. Ils annoncent 100%. Je ne sais pas si on atteindra 100%, mais en tout cas, c'était l'ambition. Donc,
Le village olympique, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce village olympique sur lequel pas mal d'entre nous ont eu la chance de travailler, ça va quand même accueillir 14 500 athlètes pour la phase JO pure et 9 500 pour la phase paralympique. Donc vous imaginez le nombre de bâtiments que ça représente. Et ces bâtiments ont tous été pensés, donc on pourra peut-être en parler après, de façon à pouvoir faire soit des chambres individuels, soit des appartements collectifs, et demain, ils deviendront soit des appartements, soit des appartements colocatifs, soit ils seront transformés en bureaux. Donc il y avait, dans la conception même du bâtiment, l'idée de demain, il faut que j'ai des propriétés acoustiques différentes, et faire en sorte de ça. Et ça a été la même chose pour mon centre aquatique. Donc, le centre aquatique, il se trouve à vol d'oiseau, très proche du village olympique. La seule chose, c'est que entre le centre aquatique et le village olympique, il y a 5 grandes infrastructures terrestres et ferroviaires qui sont infranchissables. Donc, en fait, en même temps que se construisaient un certain nombre d'équipements, il a fallu aussi penser au transport des gens à pied. Donc il y a eu des cheminements piétons qui vont être imaginés et des transports en commun. Alors la fiche signalétique, c'est intéressant de savoir. Donc on est à Saint-Denis, donc au nord de Paris. C'est la métropole du Grand Paris qui est le maître d'ouvrage officiel. C'est la Solidéo qui est la société qui va mettre le maître d'ouvrage délégué en fait. Ensuite, pour l'histoire, la ville de Paris est déclarée lauréate des Jeux Olympiques de 2024 en 2017. Ça doit être octobre 2017. En janvier 2018, se lance un concours concepteur-constructeur. Et la particularité de ce concours, c'était que chaque constructeur devait venir avec 2 architectes. En revanche, les bureaux d'études étaient communs aux 2 architectes. Donc, en 2018, on commence un concours avec 2 équipes d'architectes. Ça a compliqué un peu le truc. On a 1 an pour faire le concours. On rend le concours fin 2018, et on est... non, je dis une bêtise là. Début 2019, et on est déclaré lauréat en milieu 2019, et on démarre les études en 2020, en plein confinement, juste au moment du confinement. Donc j'ai passé 1 an sans voir mes architectes, ni mes bureaux d'études, on travaillait à distance. Voilà pour les données, juste une histoire de coût, c'est intéressant. Ce que vous voyez, c'est que l'opération était vendue pour 126 millions d'euros pour le bâtiment, et vous voyez une petite ligne en dessous qui est 21 millions pour le franchissement. C'est l'histoire que je vous racontais, c'est-à-dire que ce bâtiment, il est enclavé. Et donc pour résoudre la problématique du flux des spectateurs et tout ça, il a fallu créer un franchissement. Je vais vous en parler après, parce que acoustiquement, il y a eu un petit sujet. Voilà. Donc la parcelle, c'est la ZAC Saunier. Donc là, je ne sais pas si vous y retrouvez, on a zoomé, toujours au nord, Saint-Denis, avec le cœur historique. La ZAC Saunier, c'est la zone où on va installer le CAO. Là où vous voyez les étoiles, c'est là où sera le centre aquatique. Le Stade de France. Le village olympique dont je vous parlais, vous voyez les routes qui sont entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir alors je ne sais pas, la lumière, comment on fait ? Là, comme ça, voilà. Le pôle Pleyel, ça c'est intéressant, c'est parce que en même temps, mais avant que la ville soit lauréate, il a été prévu, dans le cadre du Grand Paris, de faire un énorme hub de plusieurs lignes métro à Pleyel, de façon justement aussi à permettre le développement de toutes ces zones-là. Donc ça tombe bien, la seule chose c'est que seule la ligne 14 sera ouverte dans 3 jours. Les autres n'ont pas réussi à tenir le délai.
Voilà, je continue. Je vais plus vite que prévu. Alors quand même, quand on zoome, et là vous voyez qu'on est sur un site éminemment sexy en matière de paysage sonore. Donc je me trouve face à la 1 ici. Ici, à côté de la 1 qui longe, c'est la N1 qui alimente la 1 et qui est elle aussi apporteuse de bruit. Nous avons donc le grand stade ici. Nous avons la 86 qui a une particularité, c'est qu'elle est en surplomb. Donc elle va venir arroser harmonieusement la façade sud et la toiture du CAO. Voilà, et puis il faut créer donc les fameuses liaisons ici et là par rapport à Saint-Denis et par rapport aux gares. Là il y a une gare et ici il y a la gare de Pleyel. Donc le projet c'est une passerelle et un CAO. Donc la passerelle, il y a un mot qui m'alerte au moment du concours, ils veulent une passerelle habitée. Donc habitée. C'est un seul mot, hein. On parle nulle part d'acoustique, de rien, de quoi que ce soit, mais on me dit passerelle habitée. Donc je demande, qu'est-ce que c'est qu'une passerelle habitée? Et donc là on me dit que, en fait cette passerelle, à certains moments, elle devrait être libre pour qu'il y ait les grands flux de gens, mais elle doit fonctionner tout le temps. C'est un lieu qui va être occupé avec des installations temporaires, mais qui peuvent durer un mois. Voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire des manifestations ou installer un petit stand, quelque chose dans cette zone-là. Donc, ça fait tilt, et là je me dis, messieurs les architectes, votre passerelle, elle est installée sur une zone où il y a plus de 70 dBA de niveau sonore, ça sera invivable, elle ne sera jamais habitée. Donc s'il vous plaît, vendons le fait qu'on va la rendre habitable. Donc je milite pour que, contrairement à ce qui avait été les premiers croquis, c'est-à-dire un joli truc bien ouvert, bien ventilé, bien malin, on fasse un projet esthétique, mais avec écran. Et donc j'obtiens ce résultat, et j'en suis assez fier, c'est tout bête, hein, mais honnêtement, ici, on a une ambiance sonore qui est à 60 dBA, et ben ça change la vie. Et franchement, c'est un tout petit geste, mais je suis content que notre équipe ait qu'on ait été entendu là-dessus. Vous voyez, c'était ça, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est un petit résultat anodin, mais qui m'avait fait plaisir. Pardon ? Oui, en plus, oui. Alors, je vais vous en parler tout de suite de la biodiversité, mais j'ai pas appuyé sur cet argument-là au moment de le faire. Quand on regarde, en fait, on nous a donné des données acoustiques du site. Donc, vous voyez, j'ai la 1 et la 86 classée 1, la N1 qui longe ici, qui est classée 3, et j'ai un niveau sonore en façade est, donc ici, sur la partie basse, qui est à 70 dBA. Juste un rappel, 70 dBA, c'est à partir de ce seuil-là qu'on est dans un point noir bruit pour les bâtiments dits sensibles en France. C'est-à-dire, c'est là où il faut faire un gros effort en matière de protection par rapport au bruit extérieur. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une zone très sexy. Une chose intéressante quand même, c'est que si on ne fait pas une carte à la hauteur habituelle, mais si on la fait au-dessus de la 86, on s'aperçoit que la façade sud, elle est encore plus exposée. Donc, et non seulement ça, mais la toiture. Et donc, on va juste glisser que ça serait pas mal que cette façade sud soit plus haute que le reste. Et honnêtement, je ne sais pas si on a pesé dans la balance, mais le projet présente une forme où, effectivement, la façade sud, je vous la ramène, hein, le projet, il est ici, vous voyez, la façade sud, elle est là. La façade sud est là, la toiture est comme ça. On aurait pu... voilà, ils ont un peu intégré cette idée, mais parce que dès le départ, et ça c'est quelque chose que j'espère vous faites tous, mais en concours, on a un rôle... Il faut dès le concours, il faut donner il faut convaincre dès là, même si
juste lancer des petites idées, juste dire attention là, pensez à ça, parce que ça c'est quelque chose qui peut jouer. Donc je ne sais pas si ça a été déterminant, mais moi, in fine, j'étais très content. Quel est le programme? Revenons au programme. Le programme, c'est en phase de JO, j'ai besoin d'un grand bassin. En fait, le concours, il dit j'ai besoin de 2 bassins. Un bassin de plongeon et un bassin de 50 mètres, recoupable en 2. Et on a tourné le truc dans tous les sens. Et en fait, le fait de faire 2 bassins, ça voulait dire 2 installations de traitement d'eau, ça voulait dire 2 fois plus de locaux techniques, 2 fois plus de creusement sous le bâtiment, et un coût qui commençait à peser dans l'ensemble. Et donc l'idée qui, semble-t-il, a plu beaucoup au comité olympique, c'est de dire que ça, c'est un seul bassin. Ici, vous avez un quai mobile, et vous avez un fond qui est mobile également, suivant la zone où vous vous trouvez. Et c'est-à-dire qu'ici, on a une profondeur qui est de 2,50 au mini, mais qui peut aller jusqu'à 4,50. Ici, on a une profondeur qui est de 1,30 au mini, et qui peut monter jusqu'à 2,50. Voilà. Et le fait de mettre un quai mobile, c'est relativement peu onéreux, et en fait, tout ça, c'est un seul bassin, en termes de traitement d'eau, et voilà. Une particularité, donc ce truc doit accueillir le plongeon, le water polo, la natation, mais vous voyez bien qu'il y a une donnée fondamentale, c'est que vous devez avoir 2500 places en tribune fixe, alors c'est celle-là que vous voyez ici et le retour, et 2500 places en tribune démontable. Ça veut dire qu'en phase JO, je dois avoir 5000 places, et après, on en enlève la moitié, et du coup, on occupe ça pour d'autres activités. Donc ici, l'écorché que je vous ai montré, c'est sans les 2500 démontables. En fait, elles sont là. Hein. Ça, c'est la phase héritage. D'accord ? Mais évidemment, quand vous, acousticien, vous voyez une piscine comme ça, moi, je pense aréna, je pense pas piscine. Parce que, en fait, là, vous mettez tellement de monde là-dedans que ce qui va compter, c'est l'intelligibilité de la sono que vous allez pouvoir faire, de la musique qui va accompagner la gymnastique artistique et tout ça. Donc ma démarche, c'est de dire, bah, c'est une aréna. Et je vais la raisonner plutôt comme une aréna. Là, je vous montre une vue pendant le concours. Donc là, vous êtes en coupe, vous êtes dans la zone où il y a après la phase olympique, donc la phase héritage, on a enlevé la tribune qui va partir de là, qui va aller jusque là, on l'a enlevée et on a dégagé une aire qui va servir pour faire du basket et du paddle. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en coupe ce que ça donne. Donc là, on a la vue de la coupe transversale avec les plongeoires, la tribune fixe, la tribune démontable. Donc en phase JO, il y a des espaces qu'on n'a pas utilisés et qui, en phase héritage, vont être une piscine aqualudique séparée, donc un bassin indépendant. Et ça, c'est une chance parce que tous ceux qui ont vécu, qui sont allés dans une piscine où il y a des enfants, quelque part, ont bien noté que ce qui fait le plus de bruit dans la piscine, ce sont les enfants. C'est une histoire d'effet Lombard, soi-disant, mais c'est très notable. Donc le fait d'avoir des bassins séparés, on va gagner fortement en qualité d'ambiance sonore dans le bassin principal, ça c'est sûr. Ensuite, en phase héritage, on a une chose très intéressante que je vous inviterai à aller voir, c'est ici une zone où vous êtes dans des plongeons à sec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, les gars qui apprennent à plonger, là, en fait, ils s'entraînent sur des espèces de coussins qui font 2 mètres de haut. Et ils apprennent leur cabriole, tout ça, sur du sec. Et puis, une fois qu'ils sont bien hop, parce que l'intégration dans l'eau est un sujet indépendant de faire le truc. Donc, il faut apprendre les deux. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait une activité. Et voilà, c'était pour la petite histoire. Je continue.
je voulais juste vous dire quelque chose, et je vais en parler dans une prochaine slide. J'ai un problème. Ça, c'est géré par l'exploitant piscine, et ça, c'est géré par un privé qui gère tout ce qui est sport autre que aquatique. Et donc, ici, la Fédération française de natation va continuer à résider ici. Il va y avoir des compétitions, c'est pour ça qu'on garde 2500 places de tribunes. Et ils ne veulent pas être pollués par ça. Donc on me demande, qu'est-ce qu'on fait là entre les deux? Et je ne sais pas si vous avez déjà vu du paddle, mais il y a une balle qui vient frapper un vitrage et ça fait des impacts incroyablement sonores. Donc on nous demande d'étudier ça. J'ai encore le temps ou je n'ai plus le temps? Donc c'est ça, là, j'enregistre ce qui se passe là-dedans, je fais un modèle 4, et je regarde qu'est-ce que j'obtiens au niveau du plongeoir, au niveau du jury pendant les compétitions, et au niveau du public. Et on démontre que compte tenu des mesures qu'on a faites, et d'une hypothèse de paroi, pas possible de mettre une paroi vitrée. La couverture descend de 40 cm entre la période la plus chaude et la plus froide, quand il y a de la neige sur la truc. Et donc, il faudrait que j'ai un système de coulissement de 40 cm. Quand je leur définis ce que je voudrais, moi, en tant qu'acousticien, ils me disent « T'es fou, tu es date ?» Solution, trouve-moi un rideau qui fait le boulot. Et bien, j'ai trouvé un rideau qui fait ce boulot. Alors, je vous dirai le résultat quand je le mesurerai. Je ne l'ai pas encore mesuré. Mais en fait, j'ai derrière les paddles qui sont vitrés, j'ai un vitrage de 3 mètres de haut qui va faire écran. Et au-dessus des 3 mètres de haut, j'ai un plastique, mais que j'ai enfermé, enfin que j'ai, comment on appelle ça, que j'ai recouvert, parce qu'au départ, ils voulaient me mettre des lames plastiques, vous savez, le truc sympa. Ça allait forcément bien marcher. Donc là, je les ai fermés les uns avec les autres, et puis on a retenu un plastique un peu épais, et on a pas tout à fait 10 dB d'atténuation, mais ça suffira. Parce que je considère, et ça c'est un vrai enjeu, je considère qu'on peut atteindre 55 dBA au niveau du juge, et que ça ne sera pas problématique. Pourquoi ça ne sera pas problématique? Parce que le bruit de fond dans la piscine, il sera jamais, ou quasiment jamais, en dessous de 55 dBA. Et j'ai eu beau me faire forcer à baisser ce niveau, je n'y arrivais pas. Donc c'est ça que je voulais vous montrer juste après. Mon programme acoustique, c'est quoi? C'est HQE, cible 9, HQE équipement sportif, cible 9, qui est valable pour toutes les piscines du monde. Hein? Là, on n'est pas tout à fait dans une piscine, tout à fait. Et alors, ce qu'il dit, c'est que la protection contre les bruits extérieurs, je veux LNAT de 43 dBA dans une salle qui fait 100 mètres de long. Si vous mesurez au milieu, vous avez un effet de machin, vous sortirez très bien pour avoir le 43, même avec 70 dehors, avec une façade à 30, même pas 30, ça marcherait. Mais ça n'a pas de sens, vous voyez. Et ensuite, ça n'a d'autant pas de sens que de toute façon, je ne sais pas si vous avez fait des piscines, mais des piscines, on souffle beaucoup d'air, et atteindre le niveau base de 45 dBA, c'est pas si facile que ça. On l'atteint, mais c'est chaud. Hein. Et alors, ce qui était génial, et ça, c'est un truc qui est super dans la réglementation, enfin dans cette certification, c'est que si tu fais une étude et que tu montres que tu peux atteindre 55, tu peux avoir les points du performant, du très performant. C'est ce que j'ai fait. Donc en base, tu n'as pas de points. Il faut que tu atteignes 43. Mais si tu fais une étude acoustique qui démontre ce que tu vas obtenir et que ça va bien... Sans connaître le chiffre d'état. C'est juste l'étude acoustique. C'est voilà. Donc moi, je fais une étude acoustique, je leur dis, j'ai fait 50 piscines dans ma vie, les stats c'est ça, le 43, c'est bullshit. Et je convainc, voilà, ça n'a pas été facile hein, quand même, je convainc quand même, voilà, c'est pour ça que je vous en parle.
C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est génial finalement. Tu vois, au départ, je critiquais toujours cette HQE, machin chose. Mais au fond, du moment qu'ils nous donnent une étude et qu'on démontre avec une certaine rationalité que ça n'a pas de sens et qu'il y aura une certaine qualité avec beaucoup plus de bruit, ben on est dans notre boulot. Et moi, je m'y attendais pas, si vous voulez, mais finalement, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est une info, quoi. Et deuxième bravo. Voilà ce que j'ai dit, moi. J'ai pris les stats hein, sur toutes les piscines publiques que j'ai eues, et j'ai eu une fois une piscine qui était à 55. Une fois. Et les autres, ils étaient à 40? Ah non, les autres étaient... Attends, la plupart des piscines que j'ai auditées, c'est-à-dire avant qu'il y ait des traitements et tout ça, on est plutôt dans l'ordre de 65 à 70, et les piscines neuves d'aujourd'hui sont plutôt aux alentours de 60-65. Donc déjà, atteindre 55, c'est pas facile. Voilà. Stéphane, le troisième bravo, il est dans 2 minutes. D'accord, je finis. Donc voilà, donc, ben, justement, j'arrive au bout. La ventile, on m'a mis des grosses gaines qu'on appelle ça en textile, mais pas perforées. On m'a mis des buses, et là, on a réussi à gérer les buses, et on a au pire 47 dB ici, au siège les plus proches. Finalement, c'est pas grave, parce que vous allez voir, de l'autre côté, j'ai d'autres bruits qui... Alors, hein? Ouais, gaine textile, ouais. Mais la gaine textile... Ouais. Bon, mon expérience sur les bruits dans les piscines, c'est que les avaloirs, ça, c'est la pire des sources. Mais on a une parade. Alors là, vous avez un modèle qui est intelligent, c'est une hélice. L'hélice, elle a l'avantage d'obliger l'eau à couler comme ça, et surtout à mettre en charge la goulotte, et donc vous n'avez plus l'air qui sort et qui fait le bruit de succion que vous connaissez tous. 10 dB, hein, on gagne, au moins. Donc, mais, on le trouve dans la littérature, vous le trouverez. Donc ça marche. Et c'est vraiment super. Sauf que vous avez un avaloir tous les 5 ou 10 ou 15 mètres. En revanche, vous avez une chute d'eau en permanence, sur tout le linéaire. Et cette chute d'eau, on sait comment il faut la résoudre. Il faut mettre une pente douce. Or, le problème des piscines en inox, c'est qu'elles sont sous ATEX. Enfin, sous avis technique, avec une pente qui dépend du fabricant. Et donc là, en l'occurrence, Mirpool, il a une pente à 12 degrés. Je lui dis, c'est une connerie. Ça va faire du bruit, votre truc. Et là, moi, je ne saurais pas résoudre le problème. Il ne voulait pas savoir. Alors, on a une parade, je vous le dis, mais on a une parade, c'est qu'on sait introduire là-dedans un élément en plastique qui vient recréer une pente qui permet d'éviter ça. En revanche, vous ne saurez pas éviter ça, c'est-à-dire que vous avez plein d'obstacles, parce qu'il y a des trucs qui vous permettent de descendre dans la piscine, où vous avez des trucs pour porter les handicapés, vous savez, des poteaux complémentaires. Bref, chaque fois que vous avez un obstacle, vous avez ce genre de choses qui, eux, sont ingérables. Un petit truc, ça, tous les archis aiment que les lames soient dans le sens du bassin. Si vous les mettez dans l'autre sens, vous gagnez entre 5 et 7 dBA. On a fait le test. Mais évidemment, jamais j'obtiens d'avoir les lames dans l'autre sens. Jamais. Bon, voilà, c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Dernier sujet, je sais que je suis en retard, mais là, le HQE, il vous dit quoi? TR 504 000 moyen doit être inférieur à 0,1 le cube du volume. Oui, mais ici, le volume, 100 000 mètres cubes. Je fais le calcul, 4,4 secondes. À votre avis, 4,4 secondes, ça va être une bonne salle intelligible pour 5000 personnes? C'est pas possible. Donc c'est là-dessus que moi j'ai vraiment forcé. Donc par contre, on m'a emmerdé, parce que ce que je dis dans une piscine, où c'est que je vais trouver de l'absorption? En plafond, en sous-face de couverture. Alors je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir une piscine à faire, vous avez un bureau de contrôle, et ils sont tous les mêmes, qui ne veut absolument pas d'un volume
de plénum au-dessus d'un absorbant. Or, quand vous mettez des lames comme ça, si j'ai pas de volume au-dessus et j'ai pas d'absorbant entre les deux, c'est foutu. Donc là, je lui dis, mais moi, je ne peux pas le savoir. Enfin, je n'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Je venais de faire une autre piscine pour laquelle on m'a enlevé 50% de mon absorption de plafond pour ventiler le plénum. Ils ne savent pas. Le bureau de contrôle ne sait pas te dire c'est 50%, 40%, 30%. Personne ne veut le calculer. Donc on a eu la chance, quand on a commencé ce concours, de dire au bureau de fluide, écoute, il faut que dans ta mission, tu aies une étude long terme sur est-ce qu'il y a un risque de condensation dans ce volume fermé. Et donc, il va faire ça, une étude, donc ça s'appelle, il y a un logiciel qui s'appelle Woofy, mais il y en a d'autres, hein. Et donc INEX, qui était le bureau d'études, fait une étude au long terme. Donc ici, je vous ai présenté sur 5 ans. Donc on intègre un climat local un peu endurci, et on regarde les risques d'atteindre le point de rosée en des points fondamentaux. Donc ici, là, c'est juste sous le bac acier, ou là, au point de contact. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, c'est vrai, quand vous avez un volume d'air fermé, ce que vous vous rendez compte, c'est que effectivement l'humidité, elle est là. À certaines périodes, l'humidité atteint, ici, on a 87 degrés % d'humidité, et que donc, ponctuellement, et puis ça se répète tous les ans, et en fait, ça décroît très, très, très peu. Donc, on est proche du risque d'avoir 100% et de condenser. Et là, on a un problème sanitaire, on a des problèmes d'eau qui tombent. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. On a un problème de temps. Bon, alors je finis. Donc, mais tu sais quoi? On va aller la visiter, tous en maillot de bain, voilà. avec toi. Là, voilà la piscine. Donc, j'ai réussi à mettre un peu de trou là. Et le résultat... Ah oui, si, il faut que je vous montre ça. Non, juste une seconde. Désolée, après c'est Pierre qui va pas pouvoir parler, et après c'est nos amis d'Acoustique et Conseil. Non, je veux juste montrer un truc, ça va intéresser tout le monde. Là, regardez. Pierre, tu te prépares? Là, regardez. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des lattes de bois. Ouais. Des lattes de bois avec mon plénum. Eh bien, je dis, ces lattes, elles font 4 cm de haut et elles sont séparées de 4. Ça fait un col énorme. Donc un effet résonateur très amplifié. Donc je dis à l'archi, je résous le problème si tu me fous un chanfrein. Sauf que je dis, je veux le chanfrein vu. Et lui, il me dit, je veux le chanfrein de l'autre côté. Mais je dis, non, on va en labo, on va voir. Et on a vu. Donc en fait, ça paraît pas beaucoup. Mais vu les surfaces en jeu, le fait de mettre le chanfrein côté vue, c'est-à-dire pas côté là où il y a la résistance maximale du truc, et ben ça permet d'améliorer. Sensiblement, on a plus de 0,1 en alpha sur entre 1000 et 5000. Voilà, c'était juste un retour d'expérience que je voulais partager avec vous. C'était fantastique.